Je veux dire que j'étais très content d'être parmi vous, il y a plein de raisons. Déjà de venir dans ce département que j'aime beaucoup, de répondre à mes amis, et aussi le fait de parler d'être avec Francis. Alors, déjà, le fait d'être à côté de toi et d'intervenir après toi, c'est un plaisir, mais vu le contenu de ce que tu as dit, ça l'est encore plus, je dois dire, et je vais essayer un petit peu de compléter les choses et peut-être d'apporter un certain nombre de réponses dans la conclusion de ton intervention. Quand je regarde le thème du débat, ensemble nous pouvons tout, moi j'aurais tendance un petit peu à résumer la question autrement. 2017, ça peut être l'année de la réaction ou l'année de la soumission. Voilà. C'est ça qui, à mon avis, est posé. C'est là le choix que nous avons. Alors, je vous dirais, quand je dis ça, sur le fond de péril que nous connaissons, social, écologique, au niveau de la paix, laissé par le capitalisme financiarisé, accentué en plus par cette version, j'allais dire, la plus extrême du capitalisme financiarisé, qui est l'Union européenne, dans lequel on a quand même réussi à faire en sorte qu'un espace géopolitique, le seul au monde, se propose le libre-échange sans aucune harmonisation sociale et fiscale. Vous pouvez regarder, il n'y a pas d'autre endroit au monde où vous avez ça. Hein. Donc on a, le capitalisme financiarisé qui est quand même basé notamment justement sur la question du libre-échange total dans sa version les plus pure. On peut se dire que l'année de la réaction, il y a quand même un peu plus de chance en 2017. Et si je regarde un petit peu là d'un point de vue du gramscisme, qui au niveau de l'hégémonie culturelle aujourd'hui paraît mener les débats, on pourrait dire que l'extrême droite vis-à-vis de son camp, vis-à-vis de la droite, a un temps d'avance sur nous. Hein, bon, aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, je prenais l'avion, je regardais la une du Figaro Magazine. La une du Figaro Magazine, c'est De Villiers, et le titre, c'est « La France islamise ». Très franchement, il y a 15 ans, c'était limite ce titre-là. Je dirais que Figaro Magazine avait toujours été assez grave, enfin, quand même. Donc il y a tout un climat identitaire qui nous entraîne vers le choc des civilisations, qui nous entraîne vers le choc identitaire, dont on voit bien évidemment qu'il nourrit le Front National, et un Front National dont on peut observer que c'est lui qui marque des points vis-à-vis de sa concurrence à droite, qui reprend une grosse partie de son discours, qui des fois même le déborde à droite. Regardez l'autre jour Juppé, par exemple. On nous dit maintenant, la chance pour la gauche, c'est de voter Juppé à la primaire. Enfin, ouais. Dans ça, moi je connais même des gens qui disent... Ouais, je sais pas si vous avez regardé Juppé l'autre jour à l'émission, la nouvelle émission de France 2. Vous n'avez rien perdu, parce que c'était un peu endormant. J'ai regardé, parce que bon, il fallait que je le tweet et tout. Mais franchement, à un moment donné, il s'est retrouvé en face du maire de Béziers. Je ne sais même pas son nom, ça m'insulte. Il se retrouve en face du maire de Béziers, qui sort son espèce de truc raciste. Mais alors, c'était pourri. Enfin, vous êtes plus proche, malheureusement, de Béziers. Pour vous, je dis à ce niveau-là, je ne parle pas du pays que moi. Bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Et qu'est-ce que fait Juppé? Soi-disant qu'on nous présente comme le chantre de la droite modérée, il commence à rentrer dans le jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je vous interromps, je suis en radical désaccord avec ce que vous dites, déjà c'est faux ce que vous dites comme en termes de fantasme par rapport au danger de l'immigration ou des enfants de l'immigration, mais il commence à rentrer dans le jeu. Il dit ah ben non, le regroupement familial, non, je le permettrai, mais etc. etc. Bon, enfin, je dis ça juste pour dire qu'effectivement, le moins qu'on puisse dire, dans l'Europe de l'Est, c'est vrai, mais aussi en France, ils ont un temps d'avance sur nous, donc on pourrait estimer, d'ailleurs tous les sondages nous le disent, parce que tout le monde nous prédit, un duel Front National contre la droite, c'est que le camp de la réaction a un temps d'avance. Mais pour autant, j'aimerais regarder maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire celle qui nous invite à regarder peut-être, non pas de manière plus optimiste les choses, mais de manière rationnelle, qu'est-ce qu'on a comme possibilité, pas seulement en France en 2017, mais en Europe pour essayer de changer les choses. Bien. La première, se dire, c'est que dans une période de crise comme celle que nous connaissons, les choses vont très vite. Elles basculent très vite. Les points de bifurcation par rapport à une population qui est très désorientée vont rapidement, à partir du moment, et je pense que Francis a raison d'insister, à partir du moment où il y a une proposition alternative qui est proposée, cohérente, crédible, radicale, en rupture, et qui aspire à gouverner. Donc ça, première chose, les choses vont très vite. Deuxième chose, regardons, il y a quelques points quand même qui je trouve, sont intéressants. On n'a peut-être pas assez parlé, mais le fait que Orban en Hongrie ait perdu son référendum, parce qu'il l'a perdu, je vous rappelle que l'opposition à la loi xénophobe qu'il proposait appelait au boycott. Donc 55% de gens qui ne votent pas, c'est un boycott, le référendum n'est pas passé. Si vous regardez la Pologne,
Pourtant, la situation est dramatique, il n'y a plus un mec de gauche au Parlement. Même social-libéral, il n'y a plus rien. C'est que la droite au Parlement. Pour autant, quand même, il y a une résistance au moment de la remise en question de la question de l'avortement. Ça, c'est les luttes de résistance dans des endroits où vraiment c'est vraiment dur. Maintenant, les choses sont positives. Ce qui s'est passé au Labour, avec le fait que Corbyn prend pour la deuxième fois à la majorité au niveau de son parti, à 64%. Un Corbyn dont tous les médias nous disaient « Ah, il y a eu le Brexit, tous les Anglais regrettent le Brexit, donc lui va payer d'avoir fait une campagne trop timide en faveur de l'opposition au Brexit. Vous allez voir ce que vous allez voir, 85% des parlementaires du Labour sont contre lui, etc. » Le bilan, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? 300 000 personnes sont venues adhérer au Labour, des classes populaires et des jeunes en un an, et bilan, il a gagné encore plus nettement. Vous regardez maintenant Die Linke. Die Linke, c'est important pour le PG parce qu'au départ, on s'est créé avec le modèle. Die Linke a changé un peu après, mais c'était la force qui émergeait à ce moment-là de la gauche dite alternative en Europe et qui reproduisait le modèle qu'on a essayé d'adapter au départ. C'était le Parti communiste et des alliances de gens qui venaient notamment du Parti socialiste. Pas moi, mais d'autres. Donc, Die Linke, a eu une période de reflux pour entrer dans le temps. Et là, aux dernières élections à Berlin, eh bien, c'est pas l'extrême droite qui est troisième parti, c'est Die Linke avec 15,9% des voix. Alors vous me direz, bon, Berlin, ça a toujours été un peu un climat particulier en Allemagne. Mais quand même, prenons un autre exemple, Podemos, Izquierda Unida, grâce à leur alliance. Qu'est-ce qui se passe? Qui est en train d'exploser et d'éclater? C'est pas eux, c'est le PSOE qui est en train d'éclater, sur la pression. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, pour 2017, des signaux d'espoir. Et pourquoi c'est important? Parce que là, je vous ai cité deux pays, l'Allemagne et l'Angleterre. Et il se trouve que l'Allemagne, 4 mois après nous, vote en 2017 pour les élections nationales. Et que l'Angleterre va devoir organiser concrètement le Brexit. Autrement dit, par exemple, sur le fond d'une contestation radicale de l'Union européenne, on voit qu'on peut avoir des débats qui sont posés dans les principaux pays, non pas de l'Union européenne, puisque l'Angleterre en est sortie, mais en tout cas de l'Europe en tant que continent, qui posent des questions similaires et des questions, j'allais dire, d'un souffle de gauche qui peut nous intéresser et de recomposition possible. Je mets ça de côté juste pour vous dire que sur la question année de la soumission, année de la réaction, je vous incite à ne pas regarder seulement ce qui se passe en France, c'est important, mais aussi ce qui peut se passer à l'étranger et l'effet boule de neige qu'il peut y avoir. Prenons l'exemple imaginons une victoire de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, pensez que ça ne peut pas avoir de conséquences 4 mois après sur ce qui se passe en Allemagne, bien sûr que si, ça a des conséquences. Et à partir de là, le plan A que nous proposons au niveau européen, qui est l'idée de dire, nous proposons une rupture sous forme de négociation, et on a un plan B, le côté, si jamais ça ne marche pas, ça peut changer des choses si le rapport de force change en Allemagne. Je mets ça pour montrer qu'il y a, évidemment, au niveau européen, des choses qui nous incitent aussi à regarder la situation comme quoi l'année de la soumission peut être effectivement plus importante et à l'échelle européenne. Maintenant, la France. Alors la France, quels sont les points d'espoir que nous pouvons avoir? Première chose que nous constatons, c'est que les choses vont très vite, effectivement. Bon, l'été a été sinistre. D'abord, il a été sinistre parce que les attentats terroristes sont sinistres. Ça, c'est malheureusement pas des choses imagées, c'est des choses réelles, concrètes, dues à un djihadisme, un terrorisme djihadiste que nous combattons. C'est évident. Mais on voit bien derrière ça que l'exploitation qui en a été faite à travers la question du Burkini, est une exploitation qui, évidemment, c'est un peu la une du Figaro Magazine, quoi. C'est-à-dire vous emmener sur une idée de guerre des religions avec tout ce... Bon. Mais d'un autre côté, 2 mois avant, ce qui faisait la une de l'actualité, c'est le mouvement social. Et quand, dans les sondages, apparaît le fait, quand vous demandez aux Français quel est le sujet principal pour vous, alors qu'il y a une espèce de rouleau compresseur médiatique pour essayer de nous faire persuader que le sujet principal, c'est l'identité, c'est ça. Et ben non, la première question toujours qui revient même, c'est le chômage et l'emploi, toujours. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bon, oui, le mouvement social a perdu, ça c'est vrai. Avec, y compris, peut-être qu'on en parlera dans le débat, une manière, j'allais dire, inédite depuis la guerre d'Algérie, de manier la question de la répression sociale, qui continue d'ailleurs en termes de criminalisation de la part du gouvernement Valls. Qui classe d'ailleurs, à mon avis, de ce point de vue-là, parmi les gouvernements les plus à droite de la Ve République. Parce que ça, on l'a quand même rarement vu, autant de syndicalistes condamnés, garde à vue, mis en prison, etc. Bon, on a les temps. Depuis l'affaire Air France-Goodyear, c'est la totale. Bien. Je mets ça de côté, on en reparlera, mais c'est juste pour dire que ça a servi à faire perdre le mouvement social. Mais le mouvement social, les dernières manifestations, vous apercevez que les gens ont peut-être perdu, mais la dynamique,
c'est pas des gens battus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la fin de 2010 au moment des retraites. Donc il y a quelque chose. À partir de là, on a 2017. Et nous, ce que nous disons effectivement, c'est que 2017 est une chance pour ce que disait Francis tout à l'heure, non pas pour essayer d'avoir le plus gros score possible, mais pourquoi pas pour pouvoir ensuite gouverner le pays. Qu'est-ce qui me fait dire ça? La première chose, c'est que, heureusement que Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré en janvier dernier. Heureusement. Parce que, alors, imaginez le tableau. Là, Jean-Luc Mélenchon ne serait pas déclaré. Alors, de quoi serions-nous en train de parler? Est-ce que Montebourg a une chance possible dans la primaire socialiste? Montebourg, sur un programme quand même, on peut comparer les programmes, enfin, moi je suis quand même étonné que certains, y compris au Parti communiste, pensent que Montebourg est l'option. Parce que entre le programme qu'on propose, qui est quand même effectivement héritier, et l'héritier du Madabor et le programme de Montebourg l'autre fois, il n'y a quand même pas photo. Bon, enfin bon, on sera en train de discuter de ça, quoi. Est-ce que la gauche du PS a des chances de, etc. Bon, dans une primaire absolument incroyable, c'est qu'il va y avoir Hollande ou un ersatz d'Hollande style Valls, des opposants, et ils vont tous s'accorder pour à la fin soutenir le vainqueur. Et ils sont tous d'accord là-dessus. Comment voulez-vous à un moment donné que les gens s'y retrouvent, de penser qu'il y a des gens qui vont se présenter aux élections en soutenant ceux qu'ils contestent et ceux à qui ils s'opposent? C'est quelque chose, mais ça, moi je ne crois pas que ça peut marcher. Bon, sans compter les critiques qu'on peut porter sur les primaires, le caractère censitaire, aggravation de la 5e République. Mais on serait en train de discuter de ça. Notre camp ne serait pas représenté. Donc déjà, heureusement, notre camp est représenté. Et la question en plus qui se pose, c'est que ce qu'on observe, c'est que si on regarde les éléments les uns après les autres, on se dit qu'on a un certain nombre d'atouts. Et là, justement, Francis, parce que je suis comme toi, je regarde et je tiens à ce qu'on rassemble le plus large possible, je voudrais répondre à un certain nombre de questions sur ce qu'est France Insoumise et ce que sont les atouts de cette campagne. Et notamment, par exemple, à nos camarades, moi je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, très clairement, tu parlais d'ensemble tout à l'heure, Lim, en disant que c'était des ex-UNPR, je comprends que pour des socialistes, ça soit difficile de les rejoindre, mais par contre, ils nous intéressaient bien parce qu'ils étaient au front de gauche et que ceux dans les milieux syndicaux et autres, ce n'est pas juste ça, justement. Or, il y a un appel Front commun qui est sorti, avec beaucoup de communistes, beaucoup de gens d'ensemble, beaucoup de syndicalistes, beaucoup d'intellectuels comme Mortilla, etc., et qui disent, en gros, on veut soutenir Jean-Luc Mélenchon, mais France Insoumise, on ne veut pas trop. Donc, il y a un débat. Alors, je voudrais essayer aujourd'hui, en conclusion de cette intervention, de justement, à partir de là, commencer à dire qu'est-ce que France Insoumise, pour essayer de voir quels sont les vrais et les faux débats. France Insoumise, premièrement, c'est un atout. Je viens de le dire, dans la 5e République, nous on l'aborde. Hein. C'est quelque chose de très stable, on veut passer à la 6e, mais n'empêche, quand on pense qu'on prend le pouvoir par les urnes, bah, c'est Jean-Luc qui dit ça, je trouve, c'est pas un sportif. Mais là, en l'occurrence, la comparaison est bonne. Il dit quand on fait un match de foot, on joue pas au volet. Donc, il faut qu'à un moment donné, on accepte certaines règles. Certaines règles passent par la figure tribunicienne, et il se trouve qu'en plus, le leader politique, j'allais dire que nous nous sommes choisis, bon, avoir quelqu'un qui est une figure tribunicienne, plus un leader politique, plus un intellectuel en politique, etc., je veux dire que c'est quelque chose, effectivement, qui pèse. Et du coup, ça pèse. Bon. Des gens nous disent Jean-Luc Mélenchon est seul. Alors moi, j'ai suivi attentivement la campagne avec Francis en 2012. Je ne sais pas si tu te rappelles, Francis, en septembre 2011, on regardait avec Jean-Luc, on se demandait quand le premier sondage allait sortir. Et on se disait, pourvu qu'il dépasse 5%. Et septembre 2011. Bon, bah là, c'est pas la même chose qu'on a vu entre 12 et 14%. Enfin, chacun comprendra. On peut se méfier des sondages, moi je me méfie. Enfin, ça, sondage après sondage, c'est que ça reflète quelque chose. Quand en plus de ça, il se trouve qu'il est premier selon les sondages, deuxième personne préférée à gauche, ça veut dire quelque chose. Donc évidemment, ça montre qu'il est moins seul qu'en septembre 2011. Il y a peut-être moins de partis, mais il est moins seul par rapport au peuple. Et puis vous savez qu'on a choisi la question d'une plateforme, France Insoumise, 130 000 signataires, des milliers de groupes d'appui. Et puis je l'ai dit tout à l'heure aussi, des gens comme de l'appel Front commun qui commencent à dire, bah, nous aussi on veut être de ça. Donc, premier atout, Jean-Luc évidemment, et c'est d'ailleurs ce qu'on aurait dû se dire dans le Front de gauche tout de suite, quand on est dans une période tellement urgente, où le risque de la deuxième tour à l'élection présidentielle entre la droite et l'extrême droite est possible, bah, on met pas de côté les atouts qu'on a, et Jean-Luc en était un. Donc c'est la première chose, on a un levier fort qui peut nous permettre d'avoir un résultat. Ça, c'est la première chose de France Insoumise, c'est un candidat commun. La deuxième chose de France Insoumise, c'est un programme commun. Programme commun. Bien. Oui, il s'appelle l'avenir en commun en plus.
Bon, ce programme, Francis l'a dit, quoi. Enfin, on n'a pas réinventé la poudre. On est parti de l'humain d'abord, qui est donc le patrimoine commun de toutes les forces du front de gauche et de 4 millions d'électeurs. Alors il y a des évolutions, certes, mais ces évolutions, elles sont dues à quoi, très franchement? Elles sont dues au fait qu'on n'est plus dans le même moment. Bon, quand on a écrit le programme en 2012, il n'y avait pas eu la Grèce. Il n'y avait pas eu la démonstration que, oui, l'Union européenne ne peut pas être réformée. Et donc quand nous disons, pour espérer reconstruire une Europe, il faut d'abord sortir des traités, on le dit plus facilement qu'en 2012, parce que malheureusement, ils ont montré vis-à-vis de la Grèce qu'ils étaient incapables de comprendre, par rapport à un moment donné, un peuple qui disait, mais attendez, laissez-nous l'ouverture quelque chose, ils sont incapables de le comprendre, parce que c'est d'abord les finances, etc. Donc ça, c'est une première évolution nécessaire. Puis il y a une deuxième évolution dans ce programme, elle est importante, et c'est vrai qu'elle peut faire débat avec une partie de nos camarades communistes, c'est qu'il y a eu Fukushima, quoi. Et qu'à partir de là, passer l'idée d'un référendum sur le nucléaire, nous on a estimé, des gens qui signent, etc., ont estimé que ça pouvait aller jusqu'à une sortie programmée du nucléaire. Très franchement, en dehors de ça, en dehors de ces questions-là, je parle fondamentales, sur le programme, c'est le nôtre, c'est un programme qui est notre héritage. Troisième chose, qu'est-ce qui est France Insoumise? C'est une campagne présidentielle et législative commune. C'est la même campagne. Pourquoi c'est la même campagne? Mais parce que le Front de gauche a commencé à dérailler par les législatives de 2012. On avait un candidat commun, on s'est débrouillé pour faire 277 campagnes, séparées souvent les unes des autres, et après, vous avez regardé, ça a continué. Municipal, cantonal. On n'a jamais réussi quelque part, à avoir à nouveau cette image unifiante qui était le candidat à la présidentielle, qui de facto, il y a bien des défauts, mais du coup, c'est obligatoirement une image unifiante. Donc là, cette fois-ci, on ne veut pas recommencer. Et pourquoi on ne veut pas recommencer? Et donc pourquoi, pour nous, c'est la même campagne? Tout simplement, d'abord, pour l'efficacité. Première efficacité, Jean-Luc gagne, il faut bien une majorité. Donc il faut bien, quelque part, qu'il y ait une majorité de députés qui se reconnaissent dans le programme qu'il aura porté, qui sera notre programme. Deuxième chose, Jean-Luc ne gagne pas. Moi, j'ai pas envie de recommencer 2012, où on a divisé par 2 les voix en 3 semaines. Donc voilà, ça, j'allais dire que c'est quelque chose d'efficace. Et puis, quatrième point, et c'est peut-être là où ça fait débat, mais très franchement, à bien connaître les signataires de Front commun, je vous parle beaucoup de Front commun, je ne sais pas si vous avez vu l'appel, sinon ça ne vous pas enfin bon. Disons à ceux qui... je suis un peu... C'est l'idée... le quatrième point, c'est ce que j'appellerais la recomposition. Voilà. C'est clair qu'à travers la candidature de Jean-Luc Mélenchon, on veut essayer de continuer le travail de recomposition qui a été celui, j'allais dire, que c'est assigné à l'origine le Front de gauche. À l'origine, le Front de gauche qu'on l'a créé, enfin nous en tout cas, de d'autres côtés, parti de gauche, je vous assure qu'on ne pensait pas être plusieurs années après uniquement sous une forme de cartel. On pensait que progrès électoraux après progrès électoraux, le fait de se retrouver ensemble allait nous permettre, j'allais dire, d'avoir une homogénéité qui nous conduirait, quelle que soit la force, autre chose, mais à aller vers un mouvement commun, quoi. Et on ne l'a pas réussi. Et c'est ça qui explique l'échec du Front de gauche. C'est que comme on n'a pas réussi, au contraire, on a reculé, Francis a raison, le fait qu'on n'a pas été capable d'aller vers la adhésion directe. Vous savez, il y a eu un épisode, on l'a souvent mis de côté. Marie-Georges Buffet ne cache pas sa sympathie pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. En 2010, elle propose au congrès du Parti communiste le fait qu'il y ait des partisans du Front de gauche, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui puissent avoir une adhésion directe. Et on l'oublie souvent, mais elle se fait battre. Elle se fait battre à ce moment-là. Bon, enfin, elle l'a proposé, ça n'a pas accepté, voilà. mais pas au congrès. Pardon. Enfin, ça n'a pas été accepté. Je pense que c'est des moments importants, parce qu'effectivement, le Front de gauche aurait ouvert les adhésions directes, on serait peut-être en train de discuter de toute autre chose. Enfin, ou alors on serait en train de discuter du Front de gauche. Bon, mais ça n'a pas été le cas. Donc là, on ne peut pas recommencer l'histoire. Et donc, nous, parti de gauche, nous disons très clairement, nous, c'est notre stratégie, on s'est créé pour ça, on s'est créé pour notre dépassement, pour se dépasser dans une autre force, on n'a jamais pensé qu'on était le futur grand parti de toute la composition. À travers ce que nous voulons faire, nous, on pourrait essayer de faire en sorte qu'on reste ensemble après. Voilà, on le dit très clairement. Mais par contre, c'est une chose importante, c'est pas la porte d'entrée. Personne n'est obligé de rentrer dans la campagne France Insoumise avec le fait d'abandonner son parti. Personne. Et ça, je pense que c'est des réponses qui peuvent être données à nos camarades, qui peuvent avoir de quoi rassurer. C'est-à-dire qu'on peut faire campagne France Insoumise avec un certain nombre de choses, notamment, je l'ai dit, pour présidentielle législative, et puis garder son étiquette politique.
Alors, chacun, de ce point de vue-là, est libre, j'allais dire, à partir du moment où on est d'accord sur certaines bases. Donc ça, c'est un petit peu pour dire ce qu'est France Insoumise à ce stade, même si nous, PG, nous assumons le fait de dire qu'il faudrait, et j'espère que si les succès aident, ça va nous entraîner vers cette dynamique, il faudrait, on verra la forme, une force politique dans ce pays. Le dernier point, j'arrête là, c'est que je suis d'accord avec Francis. On a une chance. On a une vraie chance. On a une vraie chance parce que, arithmétiquement, je ne crois pas que le peuple, d'abord politiquement je veux dire, je ne crois pas que le peuple français soit tout d'un coup passé au libéralisme. Je ne crois pas. Je pense que nous avons toujours un peuple qui, alors là, sous des formes d'expression très différentes. À certains moments, malheureusement, ça peut même être des formes de Front National, dont vous remarquerez qu'entre le père et la fille, quelle est la différence? C'est que la fille est un peu plus national-socialiste que le père. Autrement dit, elle emprunte en période de crise certains pans de discours sur la question sociale. Donc il y a des gens, évidemment, qui se laissent prendre. Puisqu'on n'arrête pas, qu'en plus c'est l'antisystème, il y a des gens qui se laissent prendre. Mais il y a un fond anti-libéral. Donc moi, pour aller vite, je ne crois pas, je vais vous le dire, je ne crois pas qu'on aura deux candidats de droite au soir du premier tour avec des chiffres aussi importants que ceux que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'à partir du moment où il y aura une vraie campagne, on arrêtera de mélanger les candidats à la présidentielle et les candidats virtuels aux primaires. Parce que c'est ça qu'on va le sondage. On mélange n'importe quoi. Quand on aura une vraie campagne, je pense qu'à un moment donné, la politique va reprendre ses droits. Et qu'il y aura un candidat social-libéral, Valls ou Hollande, il y aura Jean-Luc Mélenchon, il y aura un candidat de droite, peut-être deux, avec Bayrou si c'est Sarkozy, ce qui est d'accord, il y aura peut-être Macron aussi. Autrement dit, si on pense véritablement, peut-être, croyons les sondages pour le coup, que Marine Le Pen, c'est tellement favorisé, va avoir un score qui la mettra au deuxième tour, mais le quotient pour être au deuxième tour, pour le deuxième candidat, il va être à mon avis beaucoup plus faible, beaucoup plus autour de 20%, autour de 26-27%. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais ça devient une chose. C'est que si on gagne 1 million, disons 2 millions de voix, par rapport aux 4 millions de 2012, eh ben on passe. C'est ça que ça veut dire. Et si on passe, moi je suis sûr à partir de là qu'on peut avoir la dynamique aux législatives qu'a eu tout candidat vainqueur au présidentiel, pour remarquer, les socialistes la dernière fois, Hollande, tout le monde sait qu'on a voté d'abord contre Sarkozy que Hollande, n'empêche, les institutions de la 5e font qu'aux législatives, le PS quand même s'est fait la cerise de manière qu'on ne l'attendait pas à ce point-là. Donc je pense que du coup, il y a une chance. Et en tout cas, il y a une chance dessus. Là, pour le coup, on a moins à couper là-dessus. Là, on se reverra si ce n'est pas le cas, on sera devant le PS. Ça, je suis sûr qu'on sera devant le PS. Et si on est devant le PS, eh bien, les possibilités de recomposer le paysage politique dans le pays, quand même, elles n'auront jamais été aussi présentes et possibles depuis des années. Donc pour tout ça, je crois que ça vaut vraiment le coup qu'on rentre en campagne ensemble.